J'ai intitulé ma présentation Mobilité, habiter, tourisme pour justement montrer que la question de la mobilité est liée à la question de l'habiter, donc le fait de s'approprier différents types de lieux géographiques et qu'aujourd'hui la question du tourisme est centrale pour comprendre comment se distribue justement l'économie présentielle. Alors je dois dire que je ne suis pas un économiste. Je suis géographe, je fais plutôt de la géographie, disons, sociale ou géographie culturelle, mais les questions d'économie m'ont toujours passionné et aussi pour comprendre justement la question de l'économie, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la manière dont les individus sont mobiles dans l'espace et s'approprient les lieux géographiques. Alors ce que je vais dire aujourd'hui entre dans un courant, dans un changement de la manière dont en sciences sociales on s'intéresse à la mobilité. Alors c'est ce qu'on appelle parfois le mobility turn en sciences sociales, en sociologie en particulier, mais ça veut dire qu'on a un nouvel intérêt pour les questions de mobilité géographique, c'est-à-dire des situations, toutes les situations où la question de la mobilité spatiale est un enjeu. Alors, sachant, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de la manière dont la mobilité a été abordée, mais par exemple, on a beaucoup parlé de la mobilité quotidienne comme si elle était différente des mobilités de retraite, de tourisme, de migration. Et avec ce mobility term, on commence à comprendre que ces mobilités-là sont articulées les unes par rapport aux autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs à Neuchâtel, on le fait très volontiers, on a cette disons, nouvelle vision de l'importance de la mobilité. Et ça a un deuxième effet que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui, c'est qu'on essaye de voir aussi comment les lieux aujourd'hui ne sont pas seulement des territoires, mais aussi des systèmes de mobilité. C'est-à-dire que, et ça marche bien avec cette idée de l'économie présentielle, c'est-à-dire l'idée qu'un territoire n'est pas seulement un ensemble de bâtiments, un ensemble de régulations, un ensemble d'acteurs, mais c'est un système de mobilité. C'est ce que je vais essayer de développer un petit peu tout à l'heure. Et donc, je vais entrer aujourd'hui par deux perspectives différentes. Dans un premier temps, du point de vue des individus, c'est-à-dire comment les individus habitent différents lieux géographiques de façon temporaire. Et puis on peut aussi entrer par le point de vue des lieux géographiques où justement de multiples mobilités s'y croisent. Et un dernier point que je vais aborder, alors je ne vais peut-être pas le faire comme ça de façon linéaire, mais un dernier point qui pour moi est toujours très important, c'est de reconnaître l'importance du touristique ou ce que j'ai appelé ici la recréation, donc le ludique, en anglais parfois recreation, on dit ça comme ça, c'est-à-dire que il y a une importance grandissante de tout ce qui concerne le loisir, le tourisme, le patrimoine, la culture, etc. Et on peut observer notamment dans des régions, lieux, villes anciennement industrialisées, un mouvement vers cette importance grandissante du tourisme, du loisir, de la recréation, donc dans l'économie. Et ça, c'est un point très important pour comprendre l'attractivité touristique d'un territoire. Delphine l'a montré tout à l'heure avec Montreux, qui est un magnifique exemple justement pour comprendre pourquoi Montreux a développé une économie résidentielle. Et l'une des réponses qu'on pourrait apporter à cette question, c'est partiellement parce qu'il y a un certain capital symbolique fondé sur une attractivité touristique qui s'est développée tout au long du XIXe siècle. Alors, justement, si on entre par les individus, par les pratiques spatiales, on peut développer, alors je ne vais pas le faire ici théoriquement, mais simplement à travers quelques exemples, l'idée d'un habité polytopique, c'est-à-dire une pratique de multiples lieux. Et là, vous avez l'exemple d'un tourangeau en France, et on a essayé, dans une recherche qui est déjà maintenant un petit peu ancienne, de retracer au cours de l'année les différentes mobilités. On lui a posé la question, mais quels sont les lieux, quels sont les déplacements que vous avez effectués au cours d'une année? Et là, vous avez le réseau de lieux, si vous voulez, l'espace de vie, à la fois des mobilités quotidiennes, mais aussi les mobilités de travail ou de vacances
et justement pour comprendre quels sont les pôles préférentiels. Vous voyez, par exemple, l'importance du centre de Tours, le lieu de travail. Hein, ça, ce sont les pôles un petit peu principaux. Mais il y a aussi d'autres lieux qui sont importants. Et si on veut comprendre l'économie présentielle, il faut aussi entrer par les systèmes individuels de mobilité pour comprendre justement quelle est l'ampleur aujourd'hui des mobilités. Parce qu'il y a aussi beaucoup de fantasmes autour du nombre de lieux pratiqués par les individus. Alors, est-ce que c'est 10 lieux par an, 50, 100, 200 ? Alors, dans notre recherche, on a trouvé un maximum de 60 lieux différents par an. Hein, c'était le maximum. Dans d'autres recherches, plus quantitatives, ça c'était une recherche qualitative, confirme par ailleurs cet ordre de grandeur. Alors, il y a une deuxième recherche, un deuxième exemple que je vais vous présenter. Ça, c'était sur une recherche centrée sur l'arc lémanique, sur Genève, où là aussi vous avez différents... Et ça, c'est très important aussi pour comprendre que tout le monde n'est pas dans le polytopique, tout le monde n'est pas dans la mobilité. Hein, il y a, selon les individus, différentes manières d'être mobile. Vous voyez ici un exemple que j'aime beaucoup, c'est un Genevois qui a une résidence secondaire à Crans-Montana. Hein, donc les deux pôles principaux de la vie de cet individu au cours d'une année, ce sont ces deux pôles, moitié Genève, moitié Crans-Montana. Toutes les vacances sont passées à Crans-Montana. Et on comprend ce que ça veut dire pour l'économie présentielle, justement, l'importance des résidences secondaires et aussi le temps passé dans ces lieux. Alors, si on réfléchit un petit peu à l'importance sur le lien entre mobilité, résidentialité et aménité, justement, il y a une réflexion récente qui se pose la question, qu'est-ce que la pratique touristique ? Qu'est-ce que c'est ? Et est-ce que dans les dernières années, il n'y a pas un mouvement de la pratique touristique comme étant autonome, qu'on connaît bien, on peut identifier le touriste vient, il fait un certain nombre de choses et puis il s'en va, vers un mix d'activités où le touristique, les pratiques touristiques, les pratiques de loisirs seraient intégrées dans d'autres pratiques. Par exemple, c'est l'idée du tourisme post-fordiste de John Harry, un sociologue, hein, qui a travaillé sur la dédifférenciation des sphères sociales, c'est-à-dire que où, par exemple, tourisme et travail ne seraient plus aussi séparés qu'auparavant, mais il y aurait plutôt donc un mix entre des sphères d'activité. Et ça, c'est un point très important, notamment pour des lieux touristiques, puisque des lieux d'accueil traditionnels qui sont orientés vers le tourisme stricto sensu, donc par exemple un Montreux jusqu'en 1914, où l'activité principale c'était l'accueil de touristes, il évolue vers des lieux d'accueil de multiples projets de présence, de projets de présence, on va dire ça comme ça. Par exemple, à Montreux, on a développé le congrès, ça c'était un point très important, et qui est différent d'un projet touristique stricto sensu. Donc il y a une évolution des mobilités touristiques, de la pratique touristique qui, dans un premier temps, était plutôt autonome, vers autre chose. Et puis il y a un deuxième point très important qui concerne la touristicité des lieux, c'est-à-dire que où le touristique est une attraction pour de multiples projets. Hein, on a dans notre recherche avec Olivier et les filles, on a appelé capitale touristique des territoires, hein, cette capacité à la fois fonctionnelle mais aussi symbolique d'être attractif aux yeux du monde. Et il y a maintenant beaucoup de recherches qui travaillent sur cette idée d'une attractivité touristique, mais pour d'autres projets que des projets touristiques. C'est ça le point principal. C'est-à-dire que le lieu touristique, qui auparavant était seulement attractif pour les projets touristiques, devient attractif pour d'autres projets, pour des projets résidentiels. Alors par exemple, Manfred Perlich a travaillé sur la gentrification des Alpes, ça, justement pour des projets résidentiels, mais dans des territoires à fort capital touristique.
D'autres collègues français travaillent sur, pareil, de nouveaux résidents dans des territoires touristiques, comme exemple où le tourisme, l'activité touristique stricto sensu est remplacée par d'autres activités. Alors, si maintenant on entre par les lieux géographiques, et si on veut calculer, avoir une idée un petit peu plus précise sur l'ordre de grandeur de ce que ça peut représenter, cette économie présentielle, les mobilités, etc., on a un petit problème de données. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement comment mesurer, quantifier l'ampleur du phénomène. Alors, on a des sources très différentes. Alors, les résidences secondaires, on a les pendulaires, on a les résidents, on a les nuitées touristiques. On ne sait pas très bien comment les mettre ensemble. On a aussi le problème méthodologique. Les touristes, par exemple, sont uniquement enregistrés dans les hébergements marchands. Et dès qu'on passe une nuit chez un ami ou dans la famille, ce n'est pas du tout comptabilisé, etc. Donc il y a beaucoup d'enjeux comme ça de comptabilisation et qui sont aussi exacerbés, je dirais, par de nouvelles pratiques. J'ai mis un exemple, Airbnb Couchsurfing, c'est-à-dire des sites web qui permettent en fait un partage des logements privés, mais à des fins touristiques. Donc là, on a aujourd'hui des questions d'ordre à la fois méthodologique et aussi de quantification du phénomène. Alors, je vais vous raconter ou je vais vous montrer deux, trois exemples des recherches déjà terminées qui essayent justement de comprendre le phénomène. Ça, c'est l'exemple de Paris, qui a été beaucoup travaillé par Christophe Terrier, qui était un statisticien de l'INSEE en France, qui a beaucoup travaillé sur ces questions de mobilité et en voulant calculer les populations résidentes, augmenter ou diminuer des populations touristiques. Donc, il a par exemple travaillé sur tous les départements français. Et là, je vous montrer uniquement l'exemple de Paris. Alors, vous avez en ligne rouge les touristes français qui arrivent à Paris. Vous voyez, c'est entre, disons, 10 000 et 100 000 touristes par jour. Vous avez en bleu les touristes étrangers qui arrivent à Paris. Vous voyez, ça tourne autour de 200 000 touristes par jour. Et vous avez des résidents parisiens qui tournent autour de 2 millions, mais qui sont absents à plusieurs moments de l'année. Vous voyez par jour les absences de Parisiens parce qu'ils vont ailleurs. Et vous avez par exemple une légère augmentation. Alors il y a en moyenne à peu près 200 000 touristes par jour présents à Paris, ce qui pose des questions par exemple pour les transports publics, mais le système est grand, donc ça arrive à réserver tout ça sans trop de problème. Mais vous voyez de façon très intéressante l'absence des populations résidentes au mois d'août, par exemple. Là, vous avez un passage, par exemple, on perd 1 million de résidents pendant quelques jours ici. On m'a dit que j'avais un truc comme ça, autour d'ici. Vous perdez 1 million ponctuellement de résidents, et ce qui affecte justement cette économie présentielle. Alors, un autre exemple, cette fois-ci calculé pour la France, vous avez des départs à l'étranger de Français, par exemple de nouveau en août, et vous avez une arrivée de touristes étrangers. Et donc, vous avez des volumes qui sont, pas tout à fait stables autour de l'année, mais il y a comme ça un va-et-vient. Et ça, c'est un élément très important pour comprendre comment fonctionne aussi une économie présentielle. Ce ne sont pas nécessairement des populations stables, mais il y a des ajouts et il y a des départs. Alors, un deuxième exemple de ce qu'on a réalisé en Suisse il y a quelques années, à travers le micro-recensement mobilité, pour voir où habitent les Lausannois et les Zurichois.
pendant 24 heures, où est-ce qu'ils vont, et on a cartographié l'information. Et vous voyez, les Iroquois en bleu sont un petit peu partout en Suisse. Donc il y a des Iroquois qui voyagent un petit peu partout en Suisse. Et vous avez des Lausannois en rouge qui sont également, mais plutôt dans la Suisse romande, excusez-moi, là où les Iroquois sont un petit peu partout. C'est un moyen aussi, du point de vue cartographique, de représenter l'information. On a fait une deuxième recherche, alors peut-être un petit peu plus difficile à lire, puisque c'est une anamorphose. On a essayé de calculer justement les différences entre les populations, où est-ce qu'il y a ajout de population, où est-ce qu'il y a disons, retrait des populations, si on compte ensemble population résidentielle, résidence secondaire et tourisme. Et vous voyez ici des centres urbains qui gagnent en importance, et vous avez des territoires, disons, du périurbain qui perdent relativement en population, si on applique cette idée de la mobilité et de l'économie présentielle. Alors, en conclusion, on peut se poser la question, quels sont les cadres interprétatifs qu'on peut développer, quelles sont les manières comment on peut comprendre ces différents éléments. Alors, de nouveau, je vous invite à adopter les deux points de vue différents. D'abord, du point de vue des mobilités, c'est justement essayer de comprendre que les individus se construisent des systèmes individuels de mobilité. C'est l'exemple que j'ai montré tout au début, où il y a un grand nombre de lieux qui sont aujourd'hui appropriés par les individus. Et donc, on peut à la fois comprendre les mobilités, c'est-à-dire des circulations, aller-retour, mais on peut aussi comprendre, et ça c'est un point très important aussi, les multirésidentialités. C'est le fait que, on dit classiquement résidence secondaire, qui est un terme administratif qu'il faut aussi réfléchir. Donc, je préfère parler en termes de multirésidentialité. Là aussi, pour des projets très différents, pour des projets de recréation, de loisirs, mais aussi pour des projets de travail. Il y a aujourd'hui, alors justement, on est en train de lancer une recherche sur ces multirésidentialités en Suisse pour comprendre quels sont les différents projets d'habiter de ces individus. Et ça, c'est aussi un point très important pour comprendre l'économie présentielle. Il y a un deuxième point très important pour comprendre quels sont les effets de ces mobilités. On adopte là le point de vue des lieux géographiques, c'est-à-dire que voir la ville, voir les différents territoires comme un système de mobilité, non pas comme un territoire, ça me paraît un premier pas pour comprendre comment les différents flux, comment ces différentes pratiques de mobilité, comment ces différentes populations se croisent, se localisent à différents endroits. Et il y a deux problématiques qui sont, de mon point de vue, très importantes. La première, déjà évoquée par Delphine tout à l'heure, c'est la production de l'urbanité, parce qu'il y a une urbanité différente qui est produite lorsqu'il y a présence, absence, ce jeu entre présence et absence de population, que dans des situations où la mobilité est moindre. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point que je voulais évoquer, c'est justement cette importance notamment de la question de l'espace public. Tout à l'heure, on a eu l'exemple du Flon, justement, où la coprésence d'habitants temporaires est centrale, et ça nécessite une autre vision aussi de l'espace public. Merci beaucoup. Donc comment en fait les politiques publiques qui s'intéressent finalement à l'optimisation du fonctionnement de leur territoire pour exploiter au mieux ces informations? Alors, il existe des expériences depuis les années 90 sur ce qu'on a appelé l'urbanisme temporel, c'est-à-dire qu'en réfléchissant sur les absences-présences, c'est-à-dire sur les temporalités
de présence. Par exemple, les horaires d'ouverture des différents services publics, des crèches. Ça, c'est l'un des éléments qui existent sur la gestion finalement des temporalités, parce que absence-présence, mobilité, donc présence. La mobilité, c'est toujours un phénomène qui a des dimensions spatiales et temporelles. C'est pour ça que j'en parle. Et donc, il y a des questions de présence-absence, mais aussi, justement, en termes d'ouverture, de fermeture de services. Donc, ça serait peut-être comme ça, très rapidement, un des éléments que je vois. Vous avez parlé de ville comme système de mobilité et non de territoire. Ne pourrait-on pas dire peut-être également que une ville peut rester un territoire si l'on travaille, par exemple, sur la circularité des flux financiers, oui, dans d'autres domaines que la mobilité des personnes? Bien sûr, on peut penser la ville en tant que territoire, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, ce n'est pas seulement un territoire, c'est aussi un système de mobilité. Et un système de mobilité, pas au sens d'un système de transport public ou de route, etc. Mais très précisément comme un lieu où s'entrecroisent des pratiques d'individus qui sont, eux, mobiles. Parce que souvent, c'est une dimension un petit peu oubliée. C'est pour ça que je l'ai évoqué. On pense souvent, parce que c'est très facile, un territoire est relativement facile aujourd'hui à cartographier. Les flux, les mobilités sont moins faciles à être représentées. Et c'est pour ça que j'insiste pour penser la ville aussi comme un système de mobilité. Ça nous permet aussi de se déprendre de quelques habitudes de pensée qui, justement, qui sont apprises. Hein. La ville, c'est un territoire. Et je préfère, justement, en contrepoint un petit peu, dire que la ville est aussi un système de mobilité. C'est pour ça.